Le mot faux est un mot très courant, hein. Ce n'est pas limité aux forêts et à l'Auvergne forestienne. C'est un mot grec, hein, qui est ensuite passé dans le latin. Ça veut dire une forme, parce que le contenant, format, la forme dans laquelle on mettait le cahier, a donné son nom au contenu. Donc ce n'est pas un mot très original, hein, puisqu'on trouve des formes partout. On dit forme du Cantal, forme de Montbrison, c'est le même mot. Alors, il y a une différence entre la forme d'Ambert et la forme de Montbrison, selon les appellations actuelles. La forme d'Ambert, si je ne me trompe pas, salée à l'extérieur. La forme de Montbrison est salée à l'intérieur. Je crois que c'est une pratique récente, et pour ce que j'ai entendu dire par des plus anciens, c'est que la forme d'Ambert, la forme du côté auvergnat, était fabriquée de la même façon que la forme du côté forésien. Alors, les premières sources concernant la montagne forésienne sont du début du XIIIe siècle. On a un texte qui est une donation par Guy III à l'abbé Nisson-Dieu, la montagne de Garnier. Alors à cette époque, il est question, déjà, dans le texte, de vaches, de bétail, de gros et petits bétail. Que fait-on dans ces cas? On ne le sait pas. On ne saurait pas dire si on y fait de la fourme. En tout cas, l'exploitation pastorale est déjà bien installée dès ce début du XIIIe siècle. Un autre texte, 1333, si je me souviens bien, donc un bon siècle plus tard, apparaît le terme jacéré, qui donne jasserie, endroit où les bêtes se reposent, s'arrêtent. En forésien, pour ceux qui connaissent un peu la forêt, faire son jas, c'est faire son trou. Et puis au cours des siècles qui suivent, on a des confirmations, puisqu'on a encore des actes qui permettent de dire et comprendre que la montagne est exploitée d'une certaine manière. Ce que j'ai pu voir, moi, il y a près de 50 ans, en séjournant sur la montagne et en étudiant d'assez près le mode de fonctionnement, ne doit pas être très différent de ce qui s'y passait au XIXe ou XVIIIe siècle. On fabrique le fromage avec ces 3 ou 4 vaches. S'il y a 7, 8, 10 vaches, on fait 2 fourmes. S'il y en a un peu plus, on fait plusieurs fourmes. C'est du lait de vache un peu écrémé, pas trop, il ne faut pas trop l'écrémer parce que la fourme est trop sèche. On mélange du lait de la veille qui a séjourné, dont on prélève la crème pour faire le beurre, avec la traite du matin, chaude, qui elle, évidemment, n'est pas écrémée. Et puis on met à chauffer dans la chaudière, sous l'âtre, et on met à cailler avec de la présure, et autrefois faite avec la caillette de veau. Et puis lorsque c'est caillé, eh bien on passe l'affrognet pour briser le caillé, qu'on va accrocher après avec une palette qui a plusieurs noms, les tebeaux, etc. On va laisser un moment, on verse ça sur la selle à fromagère. Une selle, c'est une chaise, parce que c'est la même forme qu'une chaise à trépied, avec un écoulement. Et puis, petit à petit, on va le mettre dans les faisselles, en introduisant le sel, pour ce qui est de la fourme de Montbrison, à l'intérieur, en bourrant avec le poing. Et puis, cette fourme est mise dans des faisselles, elle est mise à sécher, à égoutter pendant quelques jours dans la jasserie elle-même, dans des chenaux au-dessus des vaches, où elles prennent sûrement beaucoup de microbes, mais aussi beaucoup de goût. Elles sont tournées plusieurs fois sur les chenaux, et puis une fois qu'elles sont en mesure de se tenir toutes seules, elles sont mises à sécher droites dans le caveau, puis dans la cave, au cours de l'eau, et au bout de 4, 5, 6 mois, elles seront bonnes à la vente, devenues d'un orange très profond, qui n'est plus celui des fourmes d'aujourd'hui, qui sont les fourmes de laiterie. Le lait qui est collecté du pis de la vache est stocké dans des tanks réfrigérés. Il est collecté chez des producteurs qui sont dans la zone d'appellation d'origine. Il est stocké à 4 degrés et tous les 2 jours, notre amasseur le collecte et ensuite on le prépare en vue de sa fabrication.
C'est vrai que la fourme de Montbrison, c'est un produit traditionnel. Si vous voulez, elle a une particularité, c'est qu'elle subit un égouttage en salle chenot. Le goût spécifique de la fourme de Montbrison, malgré les normes d'hygiène que l'on a mis en place au niveau de nos fromagers, cette maîtrise qui a été transmise de fromager en fromager, donc qui donne toujours cette petite touche, cette petite note fruitée donc à la fourme de Montbrison. Donc sur le site de Sauvin, nous allons réceptionner le lait que nous collectons tous les 2 jours chez nos producteurs. Donc ce lait-là, nous allons le prendre et le thermiser. Après thermisation, nous allons le stocker dans des cuves et le lendemain, nous allons le prendre pour le transformer. Nous allons y ajouter les ingrédients ou auxiliaires technologiques, à savoir les ferments lactiques, le pénicillium, donc c'est la moisissure bleue, le champignon, qui va donner ce bleu à la fourme. Nous allons également ajouter de la présure. Donc la présure, c'est ce qui permet de passer d'un lait liquide à un lait caillé. Donc le caillé, c'est du lait qui est devenu un peu gélifié. De là, après, nous allons faire du travail en cuve, c'est-à-dire nous allons décailler le caillé pour donner après des petits grains de la taille d'un grain de lait. Nous allons brasser également et alterner des temps de repos, des temps de brassage. Quand nous aurons eu le caillé souhaité, nous allons soutirer ce caillé, c'est-à-dire qu'il va descendre par gravité dans un bac de pré-égouttage. Le sérum sera retiré, donc on aura juste le fromage, le futur fromage qui va rester, donc sous forme d'un grand gâteau de caillé. De là, nous allons couper des petits blocs de gâteau que nous allons passer dans un broyeur. Donc le broyage, c'est une opération importante dans la fabrication de la fourme de Montbrison. Au final, on aura des émiettements de caillé qui, quand ils vont s'agglomérer, vont quand même rester ouverts. Et là-dedans, le bleu va pouvoir se développer. Donc au niveau du moulage, Forêt Fourme a préféré rester traditionnel, c'est-à-dire qu'on reproduit les gestes d'antan, faits par les femmes et les enfants sur les Hauts-de-Chaume au cours des estives. C'est-à-dire qu'on va prendre des poignées de caillé, on va alterner ces poignées de caillé émiettées avec du sel. Et à chaque fois qu'on met du sel, on va pouvoir malaxer le fromage à la main. Chaque fromage est malaxé différemment. Donc on va dire que chaque fromage peut être unique dans sa manière de faire. Une fois le fromage fabriqué, nous allons l'évacuer vers une salle d'égouttage. Le lendemain de la fabrication, on va allonger ces fromages, on va les démouler et les allonger sur des chenaux en épicéa. Donc un chenot, c'est un rondin de bois qui est creusé à la forme de la fourme pour lui conserver sa forme ronde. Et c'est sur ces chenaux en bois, où le fromage reste minimum 6 jours, que la croûte va se former. C'est-à-dire que naturellement, le fromage va s'ensemencer en micro-organismes qui sont présents sur les chenaux. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ce qui va donner cette coloration jaune-orangée. Donc, après passage sur les chenaux, les fromages sont mis sur des bâtis. Donc, le bâti, c'est la structure en bois qui est ici. C'est un cadre en bois avec des planches. Les fromages sont posés dessus et après sont évacués vers un séchoir où là, on va avoir une phase de réessuyage. C'est-à-dire que le fromage va sécher extérieurement et la croûte va vraiment devenir sèche. Ensuite, les fromages sont envoyés sur le site de Saint-Bonnet, donc site d'affinage emballage. Première étape sur le site de Saint-Bonnet sera le piquage. Donc le piquage, ça consiste à créer des ouvertures, des petites cheminées pour faire pénétrer de l'air dans le fromage. Ceci permettra aux champignons, donc à la moisissure, de se développer. Après piquage, les fromages sont amenés dans la cave d'affinage où nous nous trouvons. Donc dans cette cave, nous détournons une source d'eau qui permet, dans un premier temps, d'apporter l'humidité et la fraîcheur dans la cave pour l'affinage du fromage, et également qui va permettre de fixer l'ammoniac présent dans l'atmosphère suite à l'affinage du fromage. À l'origine, c'est une idée qui est venue des industriels laitiers et qui se sont regroupés en disant bon il faut qu'on fasse un peu de publicité, il faut qu'on fasse connaître la notoriété de la fourme de Montbrison. Dès la deuxième année, on a été débordé par le succès et par la présence des gens.
C'est pour ça qu'une fois j'ai eu l'audace de dire au maire de Montbrison, je dis mais Montbrison n'existerait pas s'il n'y avait pas la fourme. Montbrison est battu avec les revenus de la fourme. Parce que tous les paysans qui venaient de la montagne sont descendus, ils ont bâti leur maison sur le dos de la fourme. Alors, soyez généreux. Et la municipalité, à ce moment-là, nous a dit, bon, je vais m'occuper de ça, on va faire beaucoup plus large, on va faire beaucoup plus grand. C'est devenu la fête de Montbrison, c'est devenu la fête des anciens habitants de la montagne. Hey, c'est Pauline et moi, c'est Justine. Nous s'amusons bien. C'est une grande fête qui rassemble de 30 à 40 000 personnes. C'est la fête de tout un pays qui met en valeur notre produit et tous les spectateurs qui viennent à Montbrison sont les porte-parole de notre produit au-delà de notre région. Oui, il y a une confrérie, les Compagnons de la Fourme de Montbrison. C'est des gens qui sont intronisés dans la Fourme de Montbrison et qui aussi se dévouent pour faire connaître notre produit, être les ambassadeurs de notre produit par leur tradition. Et on les appelle les Compagnons de la Fourme de Montbrison. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de la gaufre de pommes de terre à la fourme de Montbrison. Dans un récipient, on va casser 3 œufs. On va les fouetter et les mélanger avec un petit peu de lait. On va dire la moitié des 35 centilitres. Alors on va faire tomber de la farine en pluie, en tournant toujours dans le même sens. Et une fois que j'aurai intégré complètement ma farine, j'ajouterai le reste du lait. Et dès que tout ceci sera fait, on pourra mettre la petite pincée de sel et la levure chimique. Il faudra par la suite ajouter 300 g de purée de pommes de terre qui auront été cuites dans de l'eau non salée et 250 g de fourme râpée. Vous mélangerez tout ceci à la pâte à gaufre. Notre gaufre de pommes de terre à la fourme de Montbrison est prête. Nous allons passer à la cuisson. Alors la fourme, c'est quand même un produit, on va dire, qui a beaucoup d'importance pour notre région et qui a des valeurs différentes suivant les périodes de l'année. Il sera beaucoup plus gras, beaucoup plus riche au printemps. Et en automne, elle sera peut-être plus fruitée, plus, on va dire, plus boisée. Elle va suivre un petit peu le goût du foin et de l'herbe. Les objectifs de chacun peuvent être différents, quoi. Il y en a qui chercheront plus du lait, d'autres plus de la qualité dans le lait. Donc l'objectif du foin, c'est d'obtenir la meilleure qualité possible pour les vaches laitières. Et donc pour avoir la meilleure qualité possible, il faut le récolter au moment opportun. Donc ce qu'on appelle, nous, c'est l'épiaison, quoi, juste avant la floraison. Et donc l'avantage des hauts de chaume, c'est qu'il arrive plus tard en période d'épiaison. Donc il arrive à la période où il fait beau, donc fin juin, début juillet. Donc c'est facile à le récolter. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a des grandes parcelles, donc on peut faire de grandes surfaces en peu de temps. Donc on récolte vraiment du très bon fourrage. Mais c'est surtout aussi, c'est un air qui est sain, il y a beaucoup moins d'humidité, donc le terrain est sain aussi, donc le fourrage sèche facilement, il y a toujours un peu d'air, donc c'est surtout là les avantages. On sait que l'herbe elle est bonne, donc après il faut la garder, donc il faut aussi qu'il soit bien conservé pour qu'il arrive dans la crèche dans le même état qu'on l'a récolté, quoi. Donc c'est important de toute la chaîne de récolte, la conservation jusqu'à la crèche, quoi. Disons que l'été ou l'hiver, c'est toujours le même fourrage qu'elle consomme, c'est toujours de l'herbe de nos montagnes. Pour avoir un élevage pas trop intensif, on va dire qu'il faut avoir à peu près 1 UGB pour 1 hectare de surface fourragère. Le déroulement d'une traite, grosso modo, donc les bêtes sont toutes ramenées à l'étable, puisque là je suis en étable entravée, donc avec un système de traite de lactoduc. En priorité, donc, il faut nettoyer le pied de la vache. Donc pour cela, on utilise une lavette individuelle. On utilise une lavette qui est simplement de l'eau chaude avec un peu de savon pour nettoyer, pour éliminer toute trace de germes sensibles à la qualité du lait. Une fois que l'appareil mécanique est posé, le lait va directement dans un tank réfrigéré sans passer par l'extérieur.
vous n'avez aucun passage à l'air libre du lait. Donc, ce qui garantit une qualité sanitaire du lait sans difficulté. J'accueille régulièrement des groupes d'enfants qui sont ici pour découvrir en fait la production laitière. Les enfants, par exemple, ne savent pas qu'il faut qu'une vache fasse un veau pour avoir une production laitière. Il faut qu'ils découvrent aussi la traite mécanique. Donc souvent pour eux, c'est une vraie aventure de découvrir que la traite des vaches, ce n'est pas un matériel qui fait mal. Ils s'imaginaient auparavant que c'était quelque chose de difficile et de douloureux pour les bêtes. Donc ça permet aux enfants de découvrir aussi que les vaches mangent des fourrages qui sont produits sur l'exploitation, qui sont de bonne qualité. On leur fait découvrir ce qu'est un foin, ce qu'est un ensilage, ce qu'est un enrubanage. L'ensilage d'herbe, donc c'est une herbe qui est coupée, qui est laissée sécher sur le pré environ 1 jour ou 2 jours, suivant les conditions météo, et ensuite qui est récoltée avec une machine qui le hache, et c'est tassé en silo. C'est exactement le même principe qu'une choucroute. Vous faites la même chose avec du chou. Vous tassez pour éliminer l'air et pour faire développer les bonnes bactéries. Et vous avez un produit qui est tout à fait conservé. Et s'il est fait dans de bonnes conditions, c'est un produit très, très bon pour les vaches laitières. On va dire que la Montbéliarde, c'est une vache qui est craintive. Mais par contre, c'est une vache qui est gentille. Si on ne l'embête pas, elle est tout à fait sympathique. Donc les vaches sont en stabulation, ça veut dire qu'elles sont en liberté dans le bâtiment. Donc l'été, elles restent dehors et elles rentrent juste au moment de la traite. Et donc l'hiver, elles restent en liberté dans le bâtiment. Donc quand on veut les traire, elles viennent dans la salle d'attente, qu'on appelle l'aire d'attente, le matin et le soir. Elles restent fermées dans ce petit enclos devant la salle de traite et elles passent donc 3 par 3 sur les quais. Et donc, le gros avantage pour nous, c'est vraiment qu'on traite les vaches à notre hauteur, donc c'est bien moins pénible physiquement. C'est moins dangereux aussi, on a quand même moins de possibilités de recevoir des coups. Et puis, c'est plus lumineux, on voit bien les mamelles, donc c'est quand même des conditions de travail très bonnes. Et bien donc, le lait, il est fabriqué dans la mamelle de la vache. Dans les assinis, hein, c'est des espèces de petits réservoirs dans la mamelle. Le but, c'est de nettoyer la mamelle comme il faut, de façon à ce que déjà, quand on branche la machine, on mette que du propre et du lait dans la machine. Et puis donc le lait suit le tuyau et arrive jusqu'au tank directement et il tombe dans le tank sans aucune modification, sinon il va se refroidir petit à petit, puisqu'il sort de la mamelle, il est à 37 degrés. Et puis après, il va arriver dans le tank, et dans le tank, il faut qu'il arrive à 3 degrés. Donc, Mais je pense que les agriculteurs aujourd'hui produisent une herbe de qualité, font un lait de qualité. Les agriculteurs aujourd'hui ont un suivi exceptionnel. Je pense qu'il faut que les gens soient rassurés, les agriculteurs savent travailler. Je fais confiance aux agriculteurs des Monts du Forêt pour produire un lait de qualité pour faire la forme de Montbrison. Nous, notre façon de travailler le lait et le caillé en cuve, c'est la façon fermière. C'est-à-dire qu'on tranche et après il va se suivre des périodes de repos, brassage, soutirage. C'est ce qui se pratiquait dans les fois. Donc nous, on a gardé le même principe. Puisqu'on est producteur fermier, il faut qu'on reste logique avec nos origines. Alors en fabrication, comme on est en lait cru, c'est moi qui m'adapte à la vitesse que le lait veut avancer. Je pense que pour moi, en lait cru, c'est primordial de laisser le lait, le caillé, aller vers son stade de grain de blé. La typicité de la fourme de Montbrison, c'est que son grain soit brillant, lorsqu'on le coupe en deux, c'est que son grain soit brillant à l'intérieur et mat autour. Il faut prendre son temps, parce que si on ne va pas assez vite, on va perdre son rendement fromager. Si on va trop vite, on va coiffer trop vite le grain et on aura une fourme trop sèche. Puis il faut vraiment aller comme le lait, il est le jour même. Un lait d'été, on va aller un petit peu plus vite. Un lait d'hiver, il est plus mou, donc on va aller plus doucement. Un lait de printemps, quand il y a le pissenlit, tout ça, il est beaucoup nerveux. Des fois, il peut réagir pendant la fabrication. Il faut vraiment faire corps, comme le boulanger, il fait corps avec son pain. Nous, il faut faire corps avec le lait.
Pour nous, il est important de garder la vraie fabrication de la fourme comme les paysannes la faisaient autrefois, c'est-à-dire où les bêtes ne mangeaient que du foin. Donc moi je suis d'une famille de fromagers, puisque le fondateur de l'entreprise Forêt-Fourme, c'est mon grand-père. Donc ensuite la famille a décidé de vendre un groupe, donc c'est de là que j'ai décidé de prendre mon indépendance. Voilà, j'ai décidé de monter ma propre petite fromagerie artisanale. Voilà, donc j'ai choisi de sélectionner 4 producteurs de lait sur la commune de Sauvin, qui se trouve en zone AOC. La particularité de ces producteurs, c'est que leurs vaches sont nourries exclusivement à base de foin l'hiver, ce qui me garantit une bonne qualité de lait. L'été, on a un bon herbage de montagne, avec des fleurs de montagne, qui va donner un petit goût particulier à la fourme de Montbrison. Oh, il n'y a pas véritablement de grands secrets en fabrication. C'est sûr, on a toujours le doigté, le doigté du fromager est toujours là, c'est sûr. Mais au niveau de la fabrication, il n'y a pas véritablement de grosses différences par rapport aux autres laiteries. La différence se fait surtout au niveau du lait. Donc moi j'ai essayé de me démarquer par rapport à la concurrence en travaillant uniquement du lait cru. Donc également en fin de fabrication, mes fourmes sont affinées dans des anciennes caves. Dans des caves naturelles, donc refroidies par une source qui coule en permanence dans la cave. Donc je livre dans des magasins sur Montbrison et Saint-Étienne. Donc je livre également des restaurants gastronomiques. J'ai quelques boutiques en région parisienne également. Et donc bien sûr, on fait de la vente directe, surtout l'été, dans ma boutique ici, donc à Sauvin. Nous, on garde les fourmes jusqu'à 3 mois, voire plus. Pourquoi? Parce qu'on a une clientèle qui est hors département. Et l'effet de pouvoir proposer plusieurs âges de piquage, on peut répondre à une clientèle qui est différente au niveau palais. Mais en lait cru, une fourme peut très bien se conserver le temps qu'on veut, en fait. En satisfaisant le client qui va acheter le fromage, c'est lui garantir aussi que de notre côté, on met tout en œuvre pour que le lait qu'on produit, que nos animaux produisent sur notre exploitation, respectent toutes les règles qui conviennent pour faire un fromage de qualité. Pour moi, l'AOC, c'est aussi la reconnaissance d'un savoir-faire, d'un savoir-vivre. Et c'est tout un environnement qui est placé dans cet AOC-là. Pour moi, c'est une démarche de qualité par rapport à mon travail. On ne fait pas n'importe quoi au niveau de la qualité du produit. Donc on respecte des normes qui ont été établies. Donc il est vrai que cet AOC est connu que régionalement, que localement. Et ce qu'il serait bien, c'est en développant cette qualité, en maintenant cette qualité, c'est que cet AOC soit connu par des régions plus importantes sur le territoire national. Le seul point qui est commun avec les autres fourmes, c'est la forme. Les formes sont similaires, maintenant les fromages sont complètement différents. Et ceci pour plusieurs raisons. Première raison, la croûte. La fourme de Montbrison a une croûte jaune-orangée sèche. Deuxième point, la texture du fromage. On aura une texture beaucoup plus sèche, malgré une matière grasse qui est identique aux autres fourmes. Et cette différence s'explique surtout par la technologie, et donc par un égouttage poussé du fromage. Le troisième point sera le bleu. On n'aura pas des ouvertures rondes comme la fourme d'Ambert ou le Roquefort. Dans la fourme, on aura plutôt des ouvertures qui seront vénurées et marbrées. Et quatrième point, nous ne piquons pas de la même manière une fourme d'Ambert ou une fourme de Montbrison. On va jouer sur les densités d'aiguilles, sur le diamètre des aiguilles. La fourme de Montbrison, c'est 28 communes dans la Loire, 5 communes dans le Puy-de-Dôme. C'est 145 producteurs de lait qui sont engagés dans cette appellation. C'est 18 millions de litres de lait qui sont engagés dans la fourme de Montbrison. C'est 520 tonnes de produits. C'est également 60 salariés.
Également, on reçoit beaucoup de touristes, puisqu'on reçoit 4 à 5 000 touristes toutes les années. C'est l'économie qui est liée à la fourme de Montbrison sur notre territoire. Car une appellation, je le dis et je le répète, le lait doit être produit, transformé et affiné. On ne peut pas délocaliser une appellation, elle est liée à notre territoire qui est les Hauts-de-Chaume, et j'espère qu'elle le restera longtemps. Une appellation, c'est un produit qui est contrôlé, garanti pour les consommateurs, et puis ça nous apporte une plus-value aux agriculteurs, je pense aux industriels aussi, et à toute une région, parce que c'est un produit qui est lié à un territoire et qui permet de garder une économie sur ce territoire qui est défini par le décret d'appellation fourme de Montbrison. Eh bien, la fourme de Montbrison, je le dis sans rougir, elle est dans les clous, elle sera dans les clous pour être une appellation crédible sur le plan européen.